À quoi va ressembler notre quotidien dans les jours à venir? L'école, ça a déjà repris, le travail, nos déplacements. Alors il y a bien des mesures qui ont été prises et présentées, mais vous savez que ça pose beaucoup de questions, ce Covid. Et finalement, nous sommes stressés. On va parfois bosser la peur au ventre, la boule au ventre, comme on dit. 8 Français sur 10 sont inquiets d'après les sondages. Comment se débarrasser de cette boule, de ce stress? Toutes les réponses avec les chroniqueurs de la team Dr Good. Et bien évidemment, comme à chaque fois, nous avons Monsieur Zach. Bonjour Monsieur Zach. Est-ce que tu as eu la boule au ventre, toi? Alors moi, pas beaucoup, mais par contre, beaucoup sur les réseaux. Ouais, beaucoup de questions pour la reprise du travail. Parce que je rappelle que tu regardes un peu ce qui se dit sur les réseaux, comment nos internautes viennent sur les réseaux, sur Dr Good pour poser des questions et faire des commentaires, et tu seras le porte-parole de ces échanges et des questions. On va recevoir tout de suite Emmanuelle, notre coach de vie qui connaît bien ces sujets puisqu'elle est coach en milieu professionnel et elle accompagne les salariés et les employeurs sur la fragilité au travail. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Michel, bonjour Jacques. Alors ça angoisse? Ça s'angoisse? Oui, ça s'angoisse beaucoup, on le voit autour de nous et c'est vrai qu'il y a la reprise du travail, la reprise de l'école pour les enfants, les craintes qui sont liées au coronavirus. Donc beaucoup de raisons d'avoir cette boule au ventre, c'est-à-dire en fait ce spasme au niveau de notre ventre qui nous donne une douleur abdominale finalement. Ouais, c'est pas une boule à l'estomac parce que l'estomac il est ici et puis il se met rarement en boule, mais en fait c'est les muscles qui se contractent. C'est plus au niveau du diaphragme en fait. Ouais. Alors c'est l'arbre qui cache la forêt, ça, cette boule? Oui, parce que en fait, avant même de parler de l'épidémie, un salarié sur 2 vivait déjà une anxiété forte. Et pendant l'épidémie, 44% des salariés sont passés vraiment avec une détresse psychologique. Donc notre population active est assez malmenée. Alors on va voir les effets du confinement. Et pourquoi ils étaient anxieux avant ce confinement? L'anxiété au travail n'est pas née avec l'épidémie de coronavirus. Depuis les années 90, c'est vrai que les entreprises rationalisent à l'extrême et que l'humain souffre dans le processus. Donc sur le terrain, les personnes ont des surcharges de travail, des objectifs difficiles à tenir, beaucoup de pression et du coup pas mal de raisons d'être anxieux avant la reprise du travail. Et l'épidémie en a remis une couche. Et l'épidémie en a remis une couche avec la crainte de la contamination dans les transports, sur le lieu de travail. Avec également toutes les craintes en lien avec le télétravail. Il y a des personnes qui ont peur de devoir le quitter. Et puis il y a aussi des personnes qui ont peur d'y rester parce qu'elles sont logées dans des petits appartements ou parce que voilà, c'est un peu compliqué, chez eux, où elles sont saturées de réunionites en visioconférence. Toi, tu étais contente? Toi, tu fais que du télétravail de toute façon? Moi, j'ai fait beaucoup de télétravail, mais c'est vrai que j'ai plutôt le contraire. Enfin, je ne vais pas dans un travail, mais j'ai cette espèce d'angoisse de boule de me retrouver dans un lieu de travail avec des gens, ou même les transports par exemple. Oui. Tu es devenu misanthrope? Un peu. Justement, on va s'occuper de toi. Comment il va faire pour aller mieux? Parce qu'on rigole sur la misanthropie, mais la peur des gens, la phobie sociale, ça a dû s'accentuer avec le confinement. Alors, il y a différents degrés d'anxiété. Là, je pense que Zach est plutôt dans un degré d'anxiété qui reste légère. Zach est cool. Une petite boule au ventre. Voilà, elle est légère. Voilà. Donc, quand c'est léger comme ça, moi, je conseille vraiment de cultiver le recul et l'organisation au quotidien. Donc vraiment prévoir chaque semaine au minimum un créneau dans sa semaine, dans son agenda consacré à la prise de recul et à l'organisation de ses tâches, à fixer ses priorités et à y voir plus clair. Ça permet aussi de pouvoir décider de décaler ou d'abandonner certaines tâches ou de remonter à sa hiérarchie si jamais on est complètement surmené. Alors ça c'est bien quand tu peux prendre du recul. C'est-à-dire que quand tu as un peu de temps devant toi, quand tu as une phase de stress aigu à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Alors, pour une phase de stress aigu, ce qui est toujours disponible à tout moment en nous, c'est quand même la respiration.
Donc cultiver l'art des pauses respiratoires où on va respirer plus lentement, plus profondément, ça fait vraiment un bien fou. Il y a des applis qui sont très bien. Oui, il y a des applis sur le téléphone pour ça. Ça monte, ça descend en fonction de l'inspiration et de l'expiration. Tu penses aussi à la cohérence cardiaque, qui est aussi à conseiller. C'est incroyable comment tu sais à quoi je pense. Exactement. C'est fou. Télépathie, Michel. C'est extraordinaire. Et alors, oui. Pardon, si on est très anxieux et qu'on somatise, il y a des gens qui sont tellement stressés et anxieux qu'ils se mettent à avoir mal à la tête, à avoir envie de vomir, des troubles du sommeil, la fatigue et tout ça. Alors là, la situation est plus sérieuse. Le corps est en train d'envoyer des signaux qu'il faut écouter parce que, je le rappelle, quand on va jusqu'au burn-out, on met en moyenne 2 ans pour s'en sortir avec des dommages sur le corps qui sont vraiment considérables. Donc c'est le moment d'écouter les signaux de son corps. C'est le moment aussi de pouvoir vraiment se faire accompagner au besoin par un coach ou par un psychologue spécialisé dans les souffrances au travail et qui va nous aider à démêler ce qui est dû à notre contexte de travail, ce qui peut être dû à notre propre mode de fonctionnement et puis ce qui peut être dû à des souffrances dans d'autres sphères de vie, je ne sais pas, une séparation, la maladie d'un proche, quelque chose comme ça. Alors je sais que tu as un livre de référence sur ce sujet. Oui, le livre de la psychologue Marie Peset, Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Zach, tu es allé voir un petit peu sur les réseaux, sur ce sujet du stress et de la boule. Ouais, c'est un véritable sujet. Vraiment, les gens me demandent énormément. Par exemple, j'ai Isabelle qui me dit comment retrouver une source de bonheur au travail. Ouh, vaste sujet. Ouais. Mais voilà. Venir travailler avec nous. C'est déjà un bon premier conseil. Ah, t'es heureux, Zach. Bah oui. Ah ouais, tu vois, on va pas manquer de candidature, je pense. Je devrais avoir un papier avec « Aidez-moi ». Oui. Mais je vous dirais ce que me disait mon grand-père. Dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Bah voilà, Isabelle. Est-ce que tu aurais une petite astuce quand on télétravaille, donc on est enfermé chez soi, pour rythmer sa journée et retrouver un moment joyeux, disons? Alors, pour retrouver un moment joyeux ou pour rythmer sa journée ou le tout? Le tout, Le ouais. tout. En fait, c'est important de structurer ses journées quand on est en télétravail. Donc, de se fixer 1 heure de démarrage, 1 heure de fin, l'heure des pauses, l'heure du déjeuner, de se mettre un cadre en fait. Et après, au milieu de ça, on peut se fixer aussi le moment où on va aller s'oxygéner, se faire du bien ou faire un petit peu de méditation. Faire des pauses, ouais. Une dernière question qui touche beaucoup de salariés, j'imagine. Comment on supporte et on répond à ses collègues qui se plaignent du masque? Ah, alors, on tape dans Google l'outil qui s'appelle OSBD. OSBD. O pour observation. Je vois que depuis les 2 semaines de reprise du travail, tu ne portes le masque que 50% du temps. Est-ce mon sentiment? Eh bien, moi, ça m'insécurise et je me sens un peu frustrée par rapport à ça. B, mon besoin. Eh bien, moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité au travail. Et du coup, D, ma demande, s'il te plaît, je souhaiterais que tu portes ton masque. Ouais, OSBD. Plutôt que d'accuser. Il ne faut jamais accuser, il ne faut jamais dire tu ne portes pas le masque, tu me mets en danger. Il faut dire voilà, excuse-moi, ouais. mais voilà ce que je ressens en mon fort intérieur. Ça prend 2 heures de plus pour expliquer les choses, mais c'est mieux accepté. Alors, 3 conseils clés pour lutter contre ce stress et cette boule au ventre. Oui, alors 3 conseils clés pour réguler l'angoisse de la reprise du travail. Déjà, vraiment, pensez à respirer au cœur de vos journées. Réservez de suite un créneau hebdomadaire dans votre agenda consacré à des temps d'organisation. Et puis, en cas d'anxiété aiguë, n'hésitez pas, cherchez le soutien d'un coach, voire d'un psychologue spécialisé en souffrance au travail. Merci, Dr Coach. On te reverra très bientôt. Et maintenant, on va parler nutrition, diététique. On va voir un peu non seulement ce qu'on mange chez soi, mais surtout sur le lieu de travail, parce qu'il est très important de faire une véritable pause au déjeuner. On va en parler tout de suite avec Myriam. Myriam, bonjour. Je rappelle que tu es diététicienne et nutritionniste. Il y a beaucoup de gens qui chantent un peu cette pause repas et pourtant elle est très importante, non seulement pour le corps parce qu'il faut le nourrir, mais aussi pour le cerveau. Mais carrément, Michel, c'est très important. C'est une vraie pause où on va se ressourcer pour la deuxième partie de la journée. Et ce n'est pas parce qu'on est assis au bureau qu'on ne dépense pas d'énergie. Le corps continue de vivre, le cerveau brûle énormément de sucre. Donc il faut se recharger au risque, si on ne le faisait pas,
d'avoir un bon coup de pompe en milieu de journée et d'aller grignoter du coup. Et puis d'être moins performant. Exactement. Aussi. On passe combien de temps à table au boulot? Alors, en France, les Français sont les champions. On passe au moins une demi-heure sur cette pause déjeuner, alors que les anglo-saxons, c'est 1 sur 5. Ils ne passent pas autant de temps que nous. On a la moitié des actifs qui vont prendre le temps d'emporter leur repas ou aller le chercher en supermarché. 22% qui vont préférer la cantine et 20% qui vont aller au restaurant, rapide ou pas. Alors, on va prendre différentes situations. Déjà, le restaurant, on va éviter d'y aller trop souvent. Voilà, on va essayer de ne pas y aller tous les jours. Et si on y va, on va plutôt préférer l'entrée et le plat du jour. Pour les fans de pâtisserie, je ne dis pas de temps en temps de la prendre, mais on va préférer les fruits, par exemple, en salade, fruits frais. La cantine? Alors la cantine, s'il y a du choix, c'est l'idéal. Alors on choisit plutôt les crudités en entrée que l'assiette de charcuterie à chaque fois. Et puis après, on peut facilement composer son assiette avec beaucoup de légumes, des protéines, un féculent. En dessert, on va privilégier le fruit frais, voire un produit laitier ou végétal si on veut. La restauration rapide, là tu la conseilles fortement, hein, même tous les jours, peut-être même midi et soir, non? Je pense pas, non. Le problème des sandwichs, des burgers, des salades composées, c'est qu'en général, elles ne sont pas du tout équilibrées. Il manque souvent énormément de protéines, il n'y a pas de féculents ou carrément, il y en a trop. Les formules sont toujours très déséquilibrées, style le panini avec la pâtisserie. Du coup, on n'est pas bien calé et 2 heures après, c'est la dalle, quoi. Voilà, l'index glycémique. Voilà, hyper élevé. Voilà, donc 2 heures après, c'est la cata. On sécrète de l'insuline à fond la caisse qui fait rentrer le sucre et qui le fait sortir du sang et donc on a faim. Voilà. Le mieux finalement, c'est d'apporter son repas au boulot. C'est vraiment le plus simple pour avoir une alimentation équilibrée. On peut composer chez soi sa petite lunchbox où on va pouvoir mettre ses protéines, qu'elles soient animales ou végétales, avec des légumineuses ou des féculents, des légumes. On peut emporter son fruit et son petit yaourt ou végétal. Il faut le préparer la veille en général. Oui, c'est une organisation, clairement. L'alcool, on évite de se bourrer la gueule tout de suite. Il vaut mieux éviter parce que ça risque de provoquer une somnolence lors de la petite réunion d'après-midi. On va éviter aussi les sodas, les boissons sucrées et on privilégie par contre l'eau plate ou gazeuse. Ouais, c'est terrible, hein, le petit verre d'alcool à midi. Tu supportes toi? Je bois peu d'alcool. Pas du tout. J'aime bien l'apéro. Ouais. Non, mais l'alcool, le petit verre de vin à midi, on se dit, ouais, c'est pas grand-chose, c'est un petit verre de vin à 15 heures. Ça ralentit la digestion et du coup, la digestion est plus lente et ça endort, quoi. Dans pause repas, il y a pause, donc il faut éviter déjà de bosser en même temps pour ne pas faire comme le monsieur qui pétait son ordi. Privilégier cet instant. Il ne faut pas rester devant ses mails, répondre au téléphone. Voilà, il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait et donc apprécier ce qu'on est en train de manger pour manger en pleine conscience et apprécier ce moment où on se relaxe, mine de rien. Tu as une question, Sac? Des réseaux? Non, pas de questions cette fois-ci sur les réseaux, mais j'allais dire, effectivement, on peut pratiquer, moi c'est ce que je fais depuis quelques années en étant indépendant, la pleine conscience pour la pause déjeuner. Plus que d'aller au travail, on a ce moment de coupure par l'entreprise, mais quand on travaille seul, c'est 2 fois plus difficile d'accepter de ne plus travailler parce que je ne travaille plus, je gagne plus d'argent. Il faut vraiment donc, pratiquer la pleine clair. conscience. C'est clair. Très bon conseil. Tu me le dis, je te donnerai un petit quelque chose pendant que tu manges. On pourra négocier. Les 3 conseils clés, Myriam, pour le… Alors, mes 3 conseils pour une vraie pause déjeuner, on quitte le travail, on mange équilibré et on essaye au maximum de varier ses repas sur la semaine. Voilà. Merci beaucoup, Madame la nutritionniste diététicienne. Et bien évidemment, nous n'allons pas éviter les animaux. Hein. Là, on est en train de parler du travail, du stress au travail. Et ben, on va parler des animaux avec notre vétérinaire préféré de la team Dr Good, Hélène Gâteau. Hélène, bonjour Michel, bonjour Zach. Salut. Alors, le bien-être des animaux, ça c'est ta spécialité. Oui. Également celui des propriétaires. Ça va de pair généralement. Mais bien évidemment, on va voir les idées reçues sur le sujet, l'accompagnement des animaux au boulot. On dit qu'on peut laisser son chien ou son ami tout seul
chez soi sans aucun problème pendant qu'on va bosser? Alors, pendant qu'on va bosser, si on part pendant 7-8 heures, sincèrement, on peut laisser un chat qui a une chatière, qui vit un peu sa vie dehors, dedans, comme il veut, il n'y a pas de souci. Un chat d'intérieur en appartement, s'il est un lieu qui est bien enrichi, avec des postes d'observation pour voir ce qui se passe dehors, avec des endroits où il peut se cacher, avec des distributeurs de nourriture, il peut rester aussi 7-8 heures tout seul. En revanche, un chien, sincèrement, 5 jours sur 7, 7-8 heures tout seul, c'est trop. Moi, je conseille 4-5 heures et au-delà, c'est vraiment pas terrible pour un chien. Alors moi, le chat, je suis tout à fait d'accord avec vous, Hélène, mais on en a souvent parlé, il faut fermer la porte de sa chambre parce que j'ai chez moi une chatte qui se fait un plaisir de pisser systématiquement sur mon lit quand je ne suis pas là. On en reparlera, Michel. On en reparlera, oui. D'ailleurs, non, mais Hélène m'en a parlé, elle m'a dit qu'il y avait un problème. Elle avait un problème avec moi. Mais apparemment, rien n'est fait. Non, mais ça a recommencé. Ça a recommencé. Il faut l'emmener chez un psy ou quoi? Peut-être, ouais. On va faire une petite consultation J'ai ensemble. été gentil avec elle tout le temps. Oui. Pourquoi Mais- mon lit à moi? Il y a un problème avec vous, Michel. Je Très sais bien. pas. Bon, enfin, bon, c'est pas le sujet du jour, bien que ça m'intéresse. Idée reçue numéro 2, on dit que les animaux n'ont pas la notion du temps. Alors ça, c'est vrai que c'est ancré dans nos têtes. Ils n'ont pas la notion du temps, c'est pas grave si on les laisse longtemps tout Et seuls. parfois, ils ont le cul qui gratte, parce qu'on voit celui-là qui est en train de se... Ah non, c'est pas le chat, le chien, bon, oui, pardon. Alors- Il a la carte d'identité qui gratte, regardez. Hein. C'est difficile à évaluer cette notion du temps chez le chien. Il y a une petite étude qui a été faite sur des chiens en les laissant pendant une demi-heure, 2 heures ou 4 heures tout seuls à la maison. On les a filmés pour voir quelles étaient leurs réactions. Quand le propriétaire n'est pas là, aucune différence entre les différents groupes de chiens. En revanche, quand le propriétaire revient, si le chien est resté pendant une demi-heure tout seul, il ne se passe pas grand-chose. S'il est resté pendant 4 heures tout seul, et bien dans ces cas-là, il a un niveau d'activité physique qui est plus élevé. Il va battre la queue plus frénétiquement, il va avoir un rythme cardiaque plus élevé. Très clairement, en fait, il fait la fête à son propriétaire. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il a la notion du temps, qu'il sait qu'il est resté 4 heures tout seul? Non, mais ça l'affecte. Il a peut-être bien dormi et comme il a eu sa bonne pause dodo, et ben là il est en train de se dire ouais bah tu reviens, j'aimerais bien maintenant qu'on aille se promener, j'ai envie de manger, Mais etc. pourquoi il ne le dit pas? Mais il l'exprime à sa façon. Ah oui, Il faut regarder en muant son la queue, chien. ça veut dire j'ai envie de me promener. On le saura. Hein. vouloir dire Idée plein de reçue. Idée reçue numéro 3, on n'a pas le droit d'amener son animal sur son lieu de travail. Alors, effectivement, la législation interdit d'emmener son chien dans les administrations, dans les hôpitaux, dans les lieux de restauration. En revanche, dans tous les autres lieux, toutes les autres boîtes privées, c'est au bon vouloir du patron. Et dans ces cas-là, eh bien, on peut avoir quand même des sociétés, il y a beaucoup de start-up maintenant ou d'agences de com, de cabinets d'avocats qui acceptent la présence des animaux au sein de leur bureau. Ça fait des lieux vraiment pet-friendly. Et il y a même une grosse boîte, Nestlé Purina, une grosse boîte d'alimentation pour chiens et pour chats, qui a développé un mouvement qui s'appelle Pets at Work et qui incite en fait, qui met en place une démarche pour accompagner d'autres sociétés qui ont envie aussi d'inclure les animaux de compagnie dans leurs locaux. Je trouve ça pas mal du tout. Ouais, Hein. j'aime bien cette expression pet friendly. C'est sympa. Pets hein, at Work, pet-friendly, tu vois. Ouais. Est-ce que votre voisin peut s'opposer à la présence de votre chien, votre voisin de boulot, Mon voisin de collègue boulot, mon bureau, collègue, hein. bah oui, effectivement. Hein. Si Zach est allergique ou phobique et que je lui mets colonel dans les pattes, il va pas être super Colonel content. étant le célèbre chien. qui Colonel ne- étant un chien, oui, voilà. Il Colonel, n'est viens. pas loin d'ailleurs. Hein. Je pense Il qu'il est ne doit pas jamais être très loin. Non, Viens, non, il mon va arriver. colonel. Voilà. Non, mais oui, il va voir son papa. Viens, mon colonel. Voilà, Faut être- il est là, il arrive, c'est parfait. Donc il peut s'y opposer. Ouais. Donc pour qu'un chien puisse aller correctement au boulot, en tout cas il faut qu'il soit plutôt sympa comme colonel, pas agressif comme colonel, qu'il n'ait pas ses chaleurs comme colonel et qu'il soit bien vacciné. C'est pas un chien, en fait. Colonel n'est pas un chien. En revanche, il fait des flatulences colonel. Ça c'est un peu moins Ah rigolo oui. pour les collègues de Eh travail. bien, c'est mais un bon. pet friendly, mais pas le même. Idée reçue numéro 5, le chien va distraire tout le monde. Ah non, le chien ne distrait pas tout le monde au bureau. Au contraire, c'est source de productivité, d'efficacité, d'interaction sociale entre les collègues, de déstress aussi d'avoir un chien. De toute façon, je le vois, hein, moi, tout le monde, là, tous les chroniqueurs, Emmanuel et tout le monde vient caresser Colonel. Donc je pense vraiment que ça permet de créer une ambiance d'avoir un chien. Et aujourd'hui, les millennials, Zach, figure-toi qu'ils prennent en compte le critère pouvoir amener son animal de compagnie quand ils vont postuler dans différents jobs. Avant, c'était la salle de sport ou le billard dans les locaux. Maintenant, c'est est-ce que je peux amener mon chien à la maison Et c'est pas à la maison, au au boulot. boulot. Voilà. Et c'est un très bon moyen pour draguer aussi.
C'est vrai. Ça n'a que des avantages en fait. Vachement. Un chat, c'est un peu plus difficile pour draguer parce qu'il reste à la maison. C'est plus compliqué de l'amener au boulot. Surtout s'il vous pisse dessus tout le temps. Est-ce que tu as des questions ou pas? Pas de questions pour. Pas de questions. Tu me prépares des questions pour la prochaine? La prochaine fois, je vais le des questions, mais prochain par cours. contre, chaque fois que je te vois, Hélène, je me dis que je vais prendre un chien finalement. Hein. C'est vrai? Il faudrait que tu le ouais, fasses. Ouais. ça me donne très envie. Ouais. Quel type de chien tu aimerais? Un petit colonel, je pense. Un petit colonel. Ah, Très bien. c'est vrai, un colonel. petit, mais vraiment comme lui. Bah, voilà. Ouais, Un petit border comme terrier, ça, bon ouais. bah voilà. Alors, Adepte. excusez-moi de vous interrompre pour cette conversation très intéressante, mais est-ce que tu pourrais nous donner 3 conseils clés à retenir? Alors, pour, 3 conseils l'animal? clés. Bah, je finirai ma question plus tard. Dans tous les sens. Si on veut amener son chien au travail. Alors, 3 conseils clés pour avoir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et la présence de son animal de compagnie. 1. Il appartient au bon vouloir de votre patron d'accepter ou non votre animal au bureau. 2. Il faut absolument avoir, avant de venir au bureau, avoir passé du temps avec son chien de façon à ce qu'il puisse se défouler et qu'il soit calme au boulot. Et enfin, si vous n'avez pas le droit d'amener votre chien au bureau, faites appel à un dog-sitter par exemple. Ça vous permettra, voilà, vous, de vous délester un petit peu de cette surcharge et puis votre chien passera une très bonne journée. Merci Madame Hélène Gâteau pour ces conseils pour emmener son chien ou pas au boulot. On va terminer par le geste santé. Vous savez, c'est le petit geste de prévention positive ou d'action pour notre bien-être, à nous ou celui des autres. On va faire un peu d'exercice cette semaine parce que le fait de rester au boulot, au bureau, d'avoir du télétravail, ça pèse sur les épaules et on va demander à Greg, Major Mouvement, de venir nous expliquer ça. Salut Greg. T'as vu, je me suis dit que j'allais faire une entrée en courant pour donner un peu de dynamisme. Ouais, Parce que je sens que depuis tout à l'heure, tu as plein de blagues à faire sur les pet software et les pet friendly. Je sens que tu as besoin d'évacuer. Tu as vu que c'est léger nos blagues. Oui, c'est léger. Tout est léger. Alors, explique-nous parce que c'est vrai que quand on est assis au bureau, on a tendance finalement à se tasser et puis on va avoir mal aux épaules. Souvent, on va avoir 3 articulations qui peuvent être un peu mises en contrainte, les lombaires, les cervicales, les épaules. Et aujourd'hui, pour changer, je vais parler des épaules. Quand on est dans cette position-là, on est plutôt en rotation interne d'épaule, adduction et légère flexion. Moi, je vous propose de faire tout l'inverse et de venir chercher l'extension, la rotation externe. On a des muscles, la coiffe des rotateurs. Je ne vais pas vous faire un cours d'anat moi-même. En gros, c'est la coiffe parce que c'est des muscles qui recouvrent l'épaule ici. Qui sont nécessaires au guidage de l'épaule lors de l'élévation. Et donc, quand on a une atteinte de la coiffe, souvent les gens ont mal quand ils lèvent et qu'ils soulèvent un peu de charge. Eh bien, moi, je vais leur dire, on va soulever encore plus de charge et on va soulever encore plus en travaillant la coiffe. Ceci est un élastique. Vous pouvez en trouver absolument partout. Et donc, vous mettez les 2 mains dans l'élastique, les coudes comme ça et vous écartez et vous montez. Et vous faites 10 séries le matin, 10 séries le midi, 10 séries le soir. Vous pouvez faire vos 30 séries dès le matin et ainsi de suite, On fait de manière à comment muscler vos épaules. quand on n'a pas d'élastique? Il y Alors, a d'autres objets ou pas? Il y a des moyens du bord. Tu peux trouver des vêtements à toi dans lesquels il y a des élastiques. Par exemple, voilà, un string. Michel, un string, un slip. D'ailleurs, Michel, passe-moi ton string, s'il te plaît. Non, mais c'est pour Non, les mais tu peux prendre un slip, tu peux prendre un caleçon, tu peux prendre… Voilà, exactement. Mais de toute façon, ça, franchement, ça se trouve partout dans les partout, magasins de sport, la grande distribution ça, sport. ça rentre dans une Et poche. ça coûte, je ne sais même pas que ça même coûte. pas 2 balles. Ça coûte rien. D'accord? Tu feras ça pour ta coiffe Parce des que tu peux le rotateurs. faire au boulot en open space Tiens, avec donne-le. le string de Michel que tu nous dédicaceras. Donne-le à Zach Merci. qui fasse Comme l'exercice. ça, non mais j'en parlerai à la communauté. Voilà, Voilà, regardez, ça coûte très 2 bien. €. Superbe, Voilà. c'est vert. Merci beaucoup Zach, merci beaucoup Monsieur Greg. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et laisser vos commentaires sur tous les réseaux sociaux avec notre sentinelle Zach qui regarde ça. Tous les réseaux affiliés Dr Good et vous trouverez aussi beaucoup d'informations. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.